de l'argent non plus. Je crois que l'être humain a besoin d'autre chose. Oui. C'est bon, là, le micro? Oui, très bien. Juste une petite remarque. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit la dame à propos des petites entreprises. Je vais résumer très vite une expérience que j'ai eue. Je travaillais dans une entreprise de 7 personnes. J'ai pas trouvé que c'était obligatoirement plus drôle. D'abord, on n'a pas de RTT, on n'est pas mieux payé, on n'a pas de CE, bref, en un mot, on n'a aucun avantage. Et la hiérarchie, elle n'est pas très diluée dans une toute petite entreprise. En un mot, on a son chef sur le dos tout le temps. C'est pas plus rigolo. Je crois surtout que dans les médias, on parle beaucoup des grandes entreprises. On ne parle jamais des toutes petites entreprises parce que ça mobilise personne. Moi, celle où j'ai travaillé, elle a déposé le bilan. J'ai été licenciée du jour au lendemain et avec beaucoup moins d'avantages que les gens d'ArcelorMittal ou de Continental. Bon, je ferme la parenthèse. Moi, j'ai envie de demander un conseil presque. Vous avez dit tout à l'heure que dans certaines entreprises, ça pouvait paraître suspect de manger seul à la cantine. Alors moi, je mange seul à la cantine. Mais je rêve que d'une chose, c'est de manger avec mes collègues. Mais seulement dans l'entreprise où je travaille, où je me sens très seule d'ailleurs, on travaille seul, on mange seul. La politique générale, c'est le sandwich sur le clavier d'ordinateur. Moi, je donnerais n'importe quoi pour manger avec des gens. Et je ne sais pas quoi faire. Peut-être aller vers eux. J'ai essayé, figurez-vous. J'ai essayé, mais comme les gens ne me semblent pas demandeurs et que l'organisation générale n'est pas faite comme ça, en fait, je me demande si c'est moi qui n'arrive pas à m'adapter ou parce que j'essaye de retrouver des choses que j'ai connues dans d'autres boîtes qui étaient plus sympas, enfin, plus sympas à mes yeux, ou bien... je sais pas en fait, mais moi j'ai essayé d'aller vers les autres. Je crois qu'à force je le fais de moins en moins parce que je me suis découragée. Mais vraiment je sais pas quoi faire. Ce que je sais c'est que j'ai un mal fou à accepter cette situation. Voilà. Est-ce que vous pouvez repérer comment font les autres? C'est-à-dire, est-ce que les autres mangent seuls aussi? Oui, la plupart mangent seuls. Je vais vous donner un exemple parce que ça s'est passé ce midi. Nous avons le bénéfice d'avoir une cantine inter-entreprise, donc avec un tarif préférentiel. Donc moi j'aime bien aller manger là, parce qu'on y mange très bien, parce que c'est pas cher, etc. Et donc je suis allée à la cantine et comme je ne connaissais personne, je me suis installée toute seule à une table. Et puis un monsieur qui est arrivé, et il s'est installé très exactement à la même table, mais à l'opposé, à la diagonale opposée de la mienne, quoi. Et là, je me suis dit, bah zut, je crois qu'on ne se parle vraiment pas dans cette entreprise, parce que ce monsieur n'avait pas trouvé d'autre place. C'était une table de 8, et il s'est mis à l'exact opposé, à l'autre coin de la table. Et j'ai trouvé ça, quelque part, assez pitoyable. Alors j'ai eu très envie de le provoquer un tout petit peu, en déménageant mon plateau et en me mettant en face de lui. Puis je me suis demandé si ça n'allait pas choquer, donc je ne l'ai pas fait. Je ne connais pas ce monsieur, hein, je n'ai jamais travaillé avec lui, mais comme la majorité des gens vont manger au même endroit, c'est quasiment sûr que c'est quelqu'un de la même entreprise. Je sais pas très bien quoi vous dire, parce que je pense que quand on travaille dans un restaurant inter-entreprise, déjà, ça veut dire que les gens qui mangent dans ce restaurant ne sont pas nécessairement de la même boîte. Alors, normalement, il devrait appartenir à plein d'entreprises. Mais il se trouve que l'entreprise dans laquelle je travaille est vraiment le client principal de cette cantine. En fait, il va y avoir 90%, ça m'a été confirmé par les employés, parce que je discute beaucoup plus avec les employés, en fait, de la cantine, pas de ma boîte. Ils m'ont dit que vraiment... Mais au travail, vous travaillez pour ça? Alors... Moi, je travaille dans l'informatique. Dans les entreprises que j'ai côtoyées avant, j'avais l'habitude de travailler plutôt en équipe.
C'est-à-dire, même si notre travail est assez individuel, c'était avec des réunions fréquentes, des échanges fréquents, discuter ensemble pour résoudre des problèmes que l'on rencontre, etc. Là, je suis tombée dans une entreprise où j'ai un chef qui donne des tâches très très séparées à chaque personne. En fait, aucun d'entre nous n'a de vision d'ensemble sur ce que nous faisons. Chacun connaît une petite partie. Il n'y a que le chef qui sait tout. Et puis, bon, vous allez me dire, ça n'empêche pas les relations sociales à côté quand même. Ben, écoutez, je sais pas. Je vous dis, par exemple, pour les repas, la politique générale, ce que presque tout le monde fait et que je refuse de faire parce que j'ai horreur de ça, c'est chacun va individuellement chercher un sandwich qui est à la supérette, qui est à la boulangerie, n'importe, le ramène au bureau et mange tout seul sur son clavier d'ordinateur. Voilà, je suis une des rares qui, dans mon service, n'a pas appliqué cette politique que je trouve détestable et je remis toute seule à la cantine. Mais je trouve ça une tristesse abominable. J'ai proposé à plusieurs personnes de venir avec moi, ça n'a rien donné. Je suis en plus, je ne suis pas une personne qui a tendance à ruer dans les brancards. Et je suis la dernière arrivée dans le service. En revanche, c'est un service où il y a beaucoup de turnover et j'ai assisté à de nombreux départs non remplacés. C'est peut-être la conclusion de l'histoire d'ailleurs. Il y a deux réactions, si vous voulez, à ce que vous décrivez. Une première réaction qui consisterait à dire que la durée de vie d'un service est courte, et ça se confirme par ce que vous dites, c'est-à-dire par le turnover. Je pense que c'est pas vivable dans la durée un climat de travail pareil. Il y a une deuxième réaction là que j'ai entendue, là, c'est où est le CHSCT? Oui, non. Moi, je suis membre du CHSCT, l'entreprise dans laquelle je travaille. Et de temps en temps, je vois des gens manger sur Vous avez le micro là. De temps en temps, je vois des gens manger sur leur poste de travail et je peux pas m'empêcher de les faire sortir des bureaux. Bon, je suis parti signer un ordre du jour avec notre RH. Elle mangeait sur son ordinateur. Donc voilà, à partir du moment où en haut, les gens qui devraient faire respecter en gros une législation dans le travail ne le respectent pas, en bas, je suis dans le bâtiment, il y en a qui mangent des sandwichs sur les chariots élévateurs en travaillant, hein, midi. Hein. Ce genre de truc. Hein. Bon, sur les malaxeurs, on mange avec un coca, hein, c'est clair. Bon, je suis aussi délégué du personnel et bon, là sur les risques psychosociaux, j'ai assisté des gens pas mal là, dans la dernière année, pas mal de salariés qui ont été licenciés, alors qu'ils étaient dans des situations qui étaient c'était crapuleux de licencier des gens comme ça. Et voilà quoi, bon, puisque je sais pas quoi dire d'autre. Qui les défend? Des gens qui ont été élus, par exemple moi, j'essaye, c'est pas facile, on fait ce qu'on peut, hein. Mais bon, quand on a une direction qui est complètement, on va dire, réactionnaire et il n'y a pas d'autre chose à faire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de se réunir, hein. Il y a des syndicats qui sont faits pour ça, hein. Je ne vais pas faire de la politique, mais bon, plus on est ensemble et plus on peut tenir tête. Je sais pas. Moi, dans la boîte où je suis, on était beaucoup de syndicalistes, ils sont tous partis à la retraite. Là, il y en a beaucoup sur toute la France. Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui élus dans les agences de province. Moi, je me retrouve là sur le siège social, pas tout seul, quoi. Et franchement, c'est pas facile à vivre, ça, pour moi. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, le regroupement de gens, ça peut être bénéfique sur une lutte plus ou moins,
ne vais pas parler de politique ou de syndicalisme, mais je crois que c'est la seule solution pour que les choses se modifient un petit peu dans les entreprises. Bon, maintenant, moi, je vois des jeunes arriver, bon, je suis plus tout jeune non plus. Quand je suis arrivé dans la boîte, j'étais jeune. Hein. Bon, j'ai vieilli, tout le monde est parti. Je suis plus vieux de mon service, il y a des jeunes qui arrivent aujourd'hui. Ils ont été élevés comme ça, hein. L'individualisme, ils sont élevés comme ça. Bon, alors, pour faire changer ces mentalités-là, je vois pas comment on peut, moi, franchement... Pardon? Non? Ouais, mais ça sera peut-être pas du bon côté. Hein. Le regroupement, il y a aussi des deux côtés. Hein. Voilà le problème, je pense. Le problème... Non, mais juste pour rebondir sur l'idée qu'il y avait plus de solidarité avant et que les jeunes aujourd'hui seraient plus individualistes. Moi, je trouve intéressant d'entendre ce qui vient d'être dit précédemment de quelqu'un qui ne me semble pas extrêmement vieux et qui dit moi je rêve de pouvoir manger avec les collègues à la cantine, moi je rêve de pouvoir voilà, développer des relations de travail au travail, quoi. Donc l'opposition, je crois qu'on a tout à perdre à jouer la division entre les jeunes et les anciens. Tout ce qui va nous diviser va nous faire perdre. Et l'idée que dans le travail se joueraient des choses en lien avec les conflits de génération, je pense qu'il faut regarder les choses un peu différemment, quoi. C'est-à-dire, par exemple, essayer de voir si la manière dont on traite les jeunes au travail aujourd'hui, c'est la même que la manière dont on traite ceux qui ont un peu plus d'ancienneté. Autrement dit, est-ce que cette division, elle est naturelle ou est-ce qu'elle est fabriquée? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand je suis rentrée, enfin, les gens de ma génération, c'est vrai, parce que toutes les grandes entreprises, en tout cas, ce que je connais, on est rentré, on nous a appris, et on était évidemment peut-être dans la société d'alors, on nous a appris à aller jusqu'au bout de notre travail, à faire le travail le mieux possible pour la satisfaction du client, pour vérifier, revérifier, etc. Bon. 20 ans après, virage à 180 degrés, productivité, compétitivité, etc. Toutes les valeurs qu'on nous a enseignées pendant 20 ans ne valent plus rien. On est considéré comme de mauvais travailleurs parce qu'on travaille trop bien, ou on veut travailler trop bien, on ralentit. Et je m'aperçois que ça a provoqué des dépressions. Pas mal. Ça a même provoqué l'année dernière, dans l'entreprise où j'ai travaillé, je suis en retraite maintenant, une personne avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, est un tout petit peu plus jeune que moi, mais qui était encore au travail l'année dernière, s'est immolée par le feu. Après un arrêt maladie de 3 semaines, le jour où il devait reprendre le travail, il est sorti sur la place en face de chez lui et il s'est fait brûler. Et ça, c'était pas France Télécom, c'était Michelin. Donc même des entreprises dont on ne parle pas trop, les choses existent aussi. Bon. D'autre part, pour revenir à la jointure plus âgée, plus jeune, je m'aperçois, parce que j'ai l'occasion de voir encore quelques plus jeunes, tout à fait en dehors du cadre du travail, ils se sont beaucoup mieux faits que nous au fait de ce que j'appelais moi saboter le travail. C'est-à-dire faire au plus vite, parer au plus pressé. De toute façon, on sous-traite et les sous-traitants sous-traitent eux-mêmes. Donc on gestionne, excusez du français, mais c'est un peu ça, on gestionne ce que les autres font. Et il faut, vous parliez de qualité, justement. Le jour où on a fait un virage à 180 degrés, quand je dis le jour, ça sera plus quelques mois, c'est là qu'on a inventé un service qualité qui n'existait pas avant, on n'en avait pas besoin.
Service qualité, c'était tout simplement le nouveau service qualité, tenir les plannings, point final. Peu importe le contenu, et à des cadres. Avec grâce au ciel, je n'étais plus dans son service, mais la vérité m'a sorti du moment qu'on n'est pas pire que les autres. Alors voilà comme c'était encourageant. Je me suis rentrée dedans en plein. Et le jour de mon départ en retraite, c'était la dernière fois où il faisait des pots offerts par la direction. Bon. J'ai fait un petit discours, j'avais cherché des arguments, enfin, de montrer que l'homme doit être au centre de l'économie et non pas l'économie, et non pas l'homme pour l'économie. J'ai trouvé des extraits de discours que j'ai mis bout à bout. Je leur ai sorti ça, j'avais une petite feuille quand même, et je voyais mes collègues qui se regardaient. Où est-ce qu'elle a été chercher ça? Chez Marx ou je sais pas quoi. Michelin, c'était une famille bien pensante et tout. Bon. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Et puis j'ai fini par dire, toutes ces paroles sont extraits d'une, ce qu'on a appelé une encyclique d'un certain Karol Wojtyła, qui fut pape de son état. C'était pas Marx. Ça a fait un silence parmi la direction. Voilà. J'y ai pris beaucoup de plaisir, je dois dire. Je vois. C'est important de prendre du plaisir au travail. Mais ça m'est souvent arrivé aussi avant d'être le jour de ma retraite, de remettre dans les commentaires et de le payer. Parce que, bon, bah, tout le monde. C'est pour ça que j'ai voulu toujours rester à la base. Pour être plus libre. Je ne pouvais pas aller plus bas. Je faisais mon travail qui m'intéressait pendant très longtemps. J'ai été placardisée juste les 3 dernières années. Mais j'étais libre. Parce que je ne pouvais pas aller plus bas. Si, à la fin des dernières années, avant, on me disait, bon, la porte est grande ouverte. Comme on dit toujours, on entend toujours, la porte est grande ouverte, partez si ça ne vous plaît pas. Bon, voilà. Mais je vous dis que les dépressions et les suicides, voici, j'ai connu aussi. Madame, moi je voulais vous dire quelque chose. Hier, j'ai écouté à la télévision sur les high-tech. Ça fait très bien, high-tech. Alors, le patron, enfin, le haut, là, le plus haut, ils font gymnastique, relaxation, yoga, à n'importe quelle heure, hein. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais vraiment, j'aurais bien voulu que les gens, on leur pose des questions quand même. Est-ce que vraiment... Alors, il paraît que c'est très bien pour la performance. Donc, pourquoi pas? Donc, performance, argent, productivité, c'est ça la mondialisation. On a voulu la mondialisation. Eh bien, très bien. Et moi, je travaille qu'avec des jeunes, des gars. Hein, je travaille qu'avec des gars. Et quand il y a des petites plages horaires, parce qu'eux, ils vont très vite. Hein, bon, bref, ils savent que le boulot, mais c'est pas grave, ils vont très vite. Le chef, il ne voit rien du tout, mais c'est pas grave. Je leur ai dit, ah, mais l'ordinateur, c'est très important pour eux. Il y a aussi le portable. Le portable, n'en parlons pas. Hein, ça, le portable, les gens, le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de monoparentale, où les mères, elles élèvent leurs enfants toutes seules. Hein, donc elles sont tenues quand même à la chaîne. Hein, à la chaîne. Voilà, ça aussi, c'est un gros problème de société, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et les psychologues, qu'est-ce qu'elles vont faire? Non, mais franchement. Hein? Dans ce que vous dites, il y a 30 problèmes, donc vous ne savez pas pouvoir répondre à 30 problèmes. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend cette opposition jeune-vieux. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemi, là. Attendez, c'est pas... Si les jeunes ont dans le collimateur les vieux et les vieux les jeunes,
Je veux dire, on fabrique entre nous tout seuls de la division, de dire par exemple que les jeunes n'ont pas le même rapport au travail qu'on avait à une certaine époque. Ça, je veux bien croire. Mais j'ai bien compris que pour les jeunes, c'est une question de survie. Je ne les blâme pas. C'est une question de survie pour eux. On peut effectivement considérer que le marché du travail n'est pas nécessairement d'une attractivité folle, et que peut-être les jeunes peuvent se dire d'abord, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? Est-ce que c'est vraiment obligatoire d'y aller? Enfin, je veux dire, il y a des jeunes qui font le choix d'être intermittents du travail, c'est-à-dire d'y aller, mais le moins possible. D'y aller juste un peu parce qu'il faut y aller un peu, sinon, à moins d'être héritier ou rentier, on ne voit pas comment c'est possible. Mais il y a effectivement des jeunes pour qui le marché du travail est tout simplement repoussoir, quoi. Parce que pas de qualification, pas de formation, parce qu'ils savent d'avance combien ils vont être maltraités dans le marché du travail aujourd'hui. Donc ils n'ont pas nécessairement envie d'y aller à pieds joints. Après, il y a ceux qui y arrivent avec un peu plus de ressources, on va dire, qui se disent, bon, on va peut-être quand même du coup pouvoir faire en sorte qu'on arrive à trouver un travail soutenable, et pas simplement un travail strictement alimentaire, c'est-à-dire un travail qui permet de rencontrer des collègues, d'avoir le sentiment de faire un travail intéressant, de pouvoir être un peu fier au moins de temps en temps de ce qu'on fait, voilà. Et puis vous avez aussi ceux qui, extrêmement bien dotés, c'est-à-dire ceux qui ont fait ce qu'on appelle les grandes écoles, arrivent dans le monde du travail et repartent en courant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu, moi, c'est un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Open Space m'a tué. L'Open Space m'a tué, c'est un livre qui a été écrit à plusieurs mains. En fait, c'est un livre collectif, si vous voulez, mais bon, il y a un pseudonyme à la place de l'auteur, que j'ai complètement oublié, le pseudonyme. Mais ça raconte plein de petites scènes de la vie du travail, de ces cadres très supérieurs, à haut potentiel. Et ce qu'ils observent, ces jeunes, en arrivant dans les directions, leur donne juste envie de partir. Et donc, ils peuvent faire le choix, à certains moments, de lâcher leur perspective de carrière, avec l'idée que peut-être aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus des projets de vie que des projets de carrière. Que peut-être il faut lâcher l'idée qu'on va réussir professionnellement. Peut-être qu'il faut tenir l'idée que ce qui est important, c'est la qualité de la vie. Et que c'est pas simple à construire, la qualité de la vie. Mais que la stratégie, elle est peut-être de ce côté-là. Alors, du coup, c'est vrai que ça peut peut-être parfois se faire au détriment du lien avec les autres. Vous voyez? C'est-à-dire, si l'idée, c'est comment je vais faire pour faire en sorte que je sois satisfait de la vie qui est la mienne, quoi. Nécessairement, on va essayer de voir quelles sont les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'il faut travailler un peu, pas trop. Bon. On est moins dans on appartient à la même entreprise, on a donc des intérêts communs à défendre, on est là pour longtemps, donc il vaut mieux qu'on s'intéresse de près à nos intérêts collectifs. Vous voyez? Mais ce n'est pas l'opposition jeune, vieux. C'est la distinction entre un temps et un mode de fonctionnement du travail et du marché du travail, et un autre moment où le travail et le marché du travail fonctionnent autrement. Je pense que les jeunes, pour eux comme pour nous, je me mets dans la catégorie des pas tout jeunes, du tout. C'est pas soutenable très longtemps d'avoir le sentiment qu'on bâcle le travail, que nous, ça n'est soutenable que si on se dit, ok, c'est un boulot alimentaire, juste ils sont là pour m'exploiter, eh bien je ne vais pas me laisser faire, autrement dit, je vais en faire le moins possible, parce que quand même il y a des limites à tout, moyennant quoi, ce qui est important dans ma vie, c'est ailleurs, c'est au dehors, et je fais de la musique, et je fais ceci, et vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des activités dans la vie dans lesquelles on s'épanouisse, on puisse se retrouver, quoi. Alors on finit par avoir deux vies. Vous voyez, la vie alimentaire
ou peut-être on peut dire oui, je vais en faire le moins possible. Parce qu'après tout, il faut se préserver pour la vraie vie. Et la vraie vie, elle commence après le travail. C'est des stratégies aussi qui se construisent aujourd'hui, ça. Et pas simplement chez les jeunes, aussi des gens qui font ce choix-là. C'est aussi une manière d'essayer de faire en sorte de ne pas se faire absorber par les évolutions en cours quand on a le sentiment qu'on n'a plus la main sur ces évolutions-là et que finalement ce qu'on cherche à avoir, et ce sera déjà pas mal, c'est avoir la main sur sa propre vie. Mais les stratégies sont peut-être effectivement du coup moins collectives et ça, comme dit ce monsieur, se battre tout seul. On y laisse sa santé. Oui, on y laisse sa santé. Se battre contre des moulins à vent. Alors il y avait d'autres mains qui se levaient, quoi. Mais je pense que vraiment il faut pas jouer la carte jeune vieux, quoi. Il y avait madame. Oui. Oui, je voulais intervenir parce que ce soir, si je suis venue, c'est bien parce que je me trouve vraiment dans tout ce que vous avez pu décrire et avec des stratégies d'entreprise vraiment très présentes. Alors, je travaille aussi dans le bâtiment et les petites entreprises, elles sont à 90% chez nous et il y a de la souffrance, de grande souffrance. Alors, il y a toujours eu de la souffrance, effectivement, au travail, mais là, effectivement, moi, je suis aussi militante syndicale et on a besoin d'énormément d'empathie à l'heure actuelle, énormément d'aller l'un vers l'autre et de trouver avant tout des solutions de solidarité, mais d'aller l'un vers l'autre. C'est surtout ça aujourd'hui qui manque, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont, de salariés, qui sont dans des souffrances, effectivement, dépression, maladie, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'un jeune ou un vieux ne soit pas là au rendez-vous de la productivité, c'est dehors. Il n'y a pas de méthode. Hein. On ne prend pas de gants à annoncer un licenciement, ou à lancer une nouvelle aussi importante pour la vie des gens. Donc aujourd'hui, là, moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que les gens, effectivement, sont seuls, ont peur. Il y a une peur énorme au niveau du travail, peur de pouvoir dire non. Et c'est vrai que dans l'entreprise aujourd'hui, on essaye à ce que les salariés arrivent à nouveau à dire non. Non quand ça vient les perturber leurs valeurs, perturber leur dignité, parce que ça va jusque-là, ça va très fort dans les entretiens individuels d'évaluation, c'est du harcèlement. Mais en plus, il n'y a pas non plus entre les employés et l'encadrement. L'encadrement morfle aussi très très fort. Vous parliez de personnes effectivement qui sortent avec des bagages, qui pensent pouvoir faire et se mettre au service d'une entreprise, et ils sont recadrés dans des process avec des pertes d'autonomie, des pertes de responsabilité. Et ça, alors c'est incompréhensible, parce qu'effectivement, au lieu de venir travailler, je dirais, la joie au cœur et dans une bonne ambiance, on vient avec se dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va me tomber encore, qu'est-ce qui va devoir... On perd une énergie folle aujourd'hui dans les entreprises à devoir justifier des comportements, justifier des prises de décision, etc. Et moi, je me disais, il faut des psys partout, quoi, dans un premier temps, parce qu'il faut libérer la parole des gens. Et pas plus tard que cet après-midi, moi, on venait me solliciter pour qu'un service puisse simplement s'exprimer. Donc on a pris la décision d'aller manger ensemble. Vous voyez, ça rejoint. Et on a pris cette décision-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas non plus se faire voir. Enfin, tout ce qui peut dépasser de la couture du pantalon, comme on dit, il faut rentrer dans un comportement qui soit validé. Et donc là, on est vraiment, je dirais, nous on arrive à dire fasciste et totalitarisme à un moment donné, mais ça y fait penser. Parce qu'il faut obéir. Avant tout, c'est ça. Et donc, c'est vrai dans ce que vous avez pu exposer, moi ce que je vois effectivement, c'est que les salariés reprennent la parole. Déjà ça. Parce qu'on a vu dans des entretiens avec des salariés qui sont venus nous voir que déjà le fait de pouvoir dire à haute voix ce qu'ils vivaient,
Déjà, retirer une partie de la culpabilité, et puis le fait qu'ils n'étaient pas fous, quoi. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai beaucoup de collègues qui se demandent s'ils ne sont pas fous, quoi. Si c'est pas eux qui sont en dehors de la plaque, etc. Ça va jusque-là. Et nous, ce qu'on craint aujourd'hui, c'est effectivement de la violence. La violence, parce qu'à un moment donné, quand les choses ne sont pas dites, eh ben ça va fuser, quoi. Et là, on ne sait pas trop. Donc c'est aussi notre responsabilité de syndicaliste là de veiller à tout ça. Mais voilà, je voulais donc dire ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la recherche vraiment de solutions. Et très rapide, parce qu'il y a réellement une très très grande souffrance. Oui, je dirais que vous tenez le bon bout quand même. Enfin, en termes de solutions, il n'y a pas de recette magique. Mais le fait de créer des conditions, quitte à passer par des stratégies un peu de contournement de ce qui fait peur, c'est-à-dire, par exemple, une parole publique. Le fait de dire on va manger ensemble, c'est pas sur le lieu de travail, c'est en dehors, on va... Je pense que beaucoup de gens, comme vous dites, ne réalisent pas nécessairement que le voisin d'à côté pense pareil. Ouais. Et donc chacun est dans son truc en se disant, oula, c'est peut-être moi là qui supporte pas bien, les autres ça a l'air d'aller. D'ailleurs ils mangent tous tout seuls. C'est moi qui supporte pas ça. Je ne crois pas du tout. Je pense bien sûr que tout le monde doit subir, mais avec l'idée que peut-être il est trop dangereux de signifier que on ne supporte pas. Aujourd'hui, il faut montrer qu'on supporte. Mais alors, si chacun s'ingénue à montrer qu'on supporte, qu'il n'y a rien qui dépasse, du coup, ça devient très difficile de parler aux collègues d'à côté. Vous voyez, si on commence à se parler, alors comme vous dites, on réalise que pour beaucoup de gens, ils trouvent aussi que que les situations de travail se sont dégradées, qu'ils vont au travail à reculons, qu'ils ont peur au travail. Vous avez raison, le fait de pouvoir se parler permet de sortir de l'isolement et permet de retrouver aussi une certaine assurance, une certaine sécurité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas seul à penser les choses. C'est un point de vue qui est partagé. Déjà, ça commence à aller un peu mieux. Nous, je sais qu'on a pu éviter un suicide, effectivement, d'une collègue qui était prise en étau sur quelque chose de complètement injuste, et effectivement, elle ne savait plus ce qu'elle valait, elle ne savait plus, enfin, elle pensait qu'elle n'était plus bonne à rien, vu le comportement qu'il y avait avec elle. Et c'est une solidarité qu'on a organisée autour d'elle, déjà en parler, et les collègues sont tous venus à une réunion extérieure, et où on leur a promis que les syndicats seraient là pour les défendre si on venait les attaquer individuellement. Donc déjà, ça c'était l'assurance, le fait qu'il n'y ait plus le contact individuel avec leur hiérarchie s'il y avait une pression. On leur a dit, pourquoi? Parce que cette personne-là n'avait pas assez de rendement, et donc il a été décidé que tout le monde affectait son rendement à la personne. Puisqu'on a des numéros d'agents, donc on peut toujours nous cribler et puis nous savoir ce qu'on fait comme activité. Et donc ce jour-là, tout le monde a décidé d'affecter ce qu'il faisait à la personne. Donc il n'y avait plus de classement, il n'y avait plus de palmarès, il n'y avait plus ça. Et ça a démarré pendant plus d'un mois. Et la personne nous a dit après, s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et c'est effectivement une solidarité comme ça qui, à chaque fois, on peut organiser, mais qui demande énormément d'énergie. Et la première chose, c'est de dépasser la peur. Madame, si j'ai bien compris, vous avez eu l'occasion de rencontrer des RH. Comment est-ce qu'ils sont vraiment d'une telle bêtise pour ne pas comprendre que quand on est bien dans son travail, on travaille mille fois mieux, on est beaucoup plus rentable. Comment est-ce que ça ne leur vient pas à l'esprit? Payé pour payer les gens. Sont en situation des salariés comme les
pouvez raconter et montrer comment... Ah oui, je ne parle pas suffisamment... Parlez à Philippe. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Parce que c'était la question. Chacun son tour le micro. Oui, je suis intervenue, en fait, je ne voulais pas, mais bon... Je disais, eux-mêmes sont en situation de précarité. Et l'intervenante précédente, la semaine dernière, nous avait bien expliqué le processus pour dire que tout ça, ça a été voulu, pensé, réfléchi, de manière à ce que plus personne n'ose dire non. Alors, je ne sais plus par quel procédé j'ai oublié. Et que tout le monde est tenu aujourd'hui par l'argent. Moi, je vous avoue franchement que je ne vais travailler que pour le salaire que j'ai, que je trouve un peu minable, mais bon, j'y vais, parce que je ne veux pas faire sans. Que vous rêviez de déjeuner avec vos collègues. Moi, j'ai la tête tellement dans le guidon tout le temps que moi, je ne pense qu'à une chose le midi, c'est de manger seul et d'être seul pour sortir de ce boulot dans le guidon. Moi, je ne vais pas me cacher, je travaille à Pôle emploi. Voilà, et je n'ai plus envie d'en parler après. Et vous disiez, mais j'ai jamais entendu ni vous, ni la dame, oh je suis désolée, hein, Madame Lima, voilà, de ne pas avoir retenu le nom, parce que je l'ai lu moi aussi, le mot bon sens, parce que c'est ça en fait. Mais nous on est dans le bon sens quand on est de ce côté-ci du travail, on va dire, ou du caractère professionnel. Mais apparemment, il y a des gens qui ne sont pas dans ce bon sens-là. Alors, si je vais encore plus loin, bon, moi je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein, mais on est... comment je vais dire ça? Oui. Alors, on nous a dit à un moment la mondialisation, l'argent, il faut faire du profit, les comptes pour les vieux américains, les milliards, tout ça, ok. Mais sauf qu'à un moment, enfin moi je vais plus loin, on en parlait avec des amis il y a quelques années, on savait qu'on allait dans le mur avant 2008, puisqu'on savait que, oui, faire toujours plus de profit avec moins de moyens, avec moins de gens, etc. Bon, il y avait la Chine, il fallait concurrencer les moyens. D'accord, mais on savait que tôt ou tard, à un moment, ça allait stagner, ça allait s'arrêter. Bon, c'est arrivé par l'histoire des subprimes. Moi, je ne suis pas assez intelligente pour tout comprendre, mais bon, je pense que quand on veut faire compliqué, on dit que c'est opaque et on opacifie bien les choses et on vous dit, bon, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ça. Et aujourd'hui, on continue. Alors, on va me dire, il y a des endroits dans le monde où ça va se développer, où ça va se développer. En France, bon, c'est fini, on est trop cher, les Chinois vont se réveiller aussi, ça aussi on le sait. Et ils ont déjà commencé, donc lorsque tous les salaires seront sur cette planète, on va dire équivalents, peut-être que les choses vont changer. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de dire non à un chef, c'est vrai que ça n'a pas de sens de remplir des petites cases sur des tableaux Excel, on sort de là, on est vidé, ça n'a aucun sens. Voilà, je ne sais pas, maintenant vous pouvez répondre sur les RH, je n'ai pas envie d'intervenir, mais bon, un petit analyse. Moi, je vais intervenir, je suis aussi déléguée du personnel, mais comme quoi il n'y a pas que cette histoire de marché du travail, parce que moi je suis déléguée du personnel dans la fonction publique, et là, il n'y a pas de prenez la porte, puisqu'à priori, on a la sécurité de l'emploi. A priori, et de moins en moins. Dans la fonction publique, ce qui s'est passé, c'est on a tous là entendu la rétrospective sur Mme Thatcher. Est-ce qu'elle a mis en place, en Angleterre, le New Management Public, elle l'a mis en place en 10 ans, 15 ans. En France, ça a été mis en place en 3-4 ans. Donc on a vu la violence que ça avait fait en Angleterre, et on commence à s'apercevoir de la violence que les services publics ont vécu en France. Alors derrière le mot RGPP, on a tous entendu, c'est un fonctionnaire sur 2 pas remplacé, sauf qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait tout ce qui a été mis en place au niveau des services publics. Et comme dans le privé, alors nous, c'est pas la menace, en effet, tu vas prendre la porte, quoique, mais on a individualisé totalement les carrières, les primes au mérite. On a les CDI maintenant, les CDD qui arrivent dans la fonction publique.
on a enlevé la notation. Alors c'est vrai qu'on a dit, ouais, les fonctionnaires, les réacs, ils veulent garder leur notation comme à l'école, sauf que la notation, c'était des critères, les mêmes pour tous, objectifs, et là on va se retrouver en effet qu'avec cette évaluation individuelle, en tête à tête, avec la hiérarchie, où tout y passe, hein, c'est ce que vous décriviez. Hein. Alors c'était des principes de la fonction publique, la notation, mais au moins on était sur les mêmes critères, on les connaissait à l'avance. Donc voilà, le public n'est pas épargné. La différence avec le privé, c'est qu'en effet, dans le privé, vous ne faites pas l'affaire, vous vous dégagez. Dans le public, on ne peut pas vous dégager. Donc on vous harcèle, on vous placardise. C'est comme à la cour du roi, d'un seul coup, le roi vous dit plus bonjour. Nous, on a vécu la résistance suprême, c'était de venir manger à la cantine à la table du syndicat. C'est la résistance suprême. Là, quand même, c'est les plus grands résistants des agents qui osent venir manger à la table où il y a les délégués syndicaux. On a des services qui sont tellement terrorisés que on va rencontrer des services entiers chez eux, pas au travail, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on sache. Voilà. Donc, en effet, ça peut passer que par l'action collective, tout seul dans son coin. On se tue. Vraiment, on se tue. Sur le jeune vieux, alors dans la fonction publique, enfin nous en l'occurrence, on a trouvé un truc, c'est que c'est une façon de placardiser, c'est les vieux, on les met chargés de mission. On leur colle une mission, voilà. Voilà. Voilà, donc voilà, je voulais dire que... Et puis alors dans la fonction publique, maintenant on a trouvé l'argument suprême. On nous culpabilise, on coûte cher, il y a la dette. Donc là maintenant, plus personne ne dirait parce qu'on coûte cher. Donc voilà, non, c'est vrai que le monde du travail, dans la fonction publique, on voit dans les hôpitaux, ils en crèvent dans les hôpitaux. Les assistantes sociales, le nombre d'évaluations qu'on leur demande de remplir sur chaque dossier, enfin, elles passent leur temps, plus de temps à remplir des évaluations que d'être au contact.